Deuxième acte, deuxième numéro. Aujourd'hui, je fais quelque chose que j'aurais dû faire beaucoup plus tôt. Retour sur Un Américain à Paris, au Théâtre du Châtelet. Avant tout, une précision vachement importante. J'ai pas créé cette chaîne de vidéos pour faire la critique régulière de spectacles qui seraient visibles sur Paris. Vous avez déjà des tas de médias qui s'en occupent et qui s'en occupent très bien. Ça va des magazines en ligne, aux émissions de radio, au blog personnel de critique théâtrale. Je veux pas marcher sur leur plate-bande. Mais de temps en temps, j'estime que pour certains spectacles, ça s'impose. Ce truc sera à Broadway en avril, donc on va peut-être faire un geste. De toute façon, faire la critique de spectacles présentés à Paris quand on n'habite pas à Paris, c'est un peu compliqué. Maintenant, si vous étiez des gens pleins de mesquinerie, vous pourriez me rappeler que le spectacle ne sera plus à l'affiche depuis déjà quelques jours, une fois que cette vidéo sera publiée. Oui, vous pourriez me le faire remarquer, et d'ailleurs, j'aurais pas vraiment d'excuses. En fait. Ou alors je pourrais, et de façon totalement snob, rappeler qu'il y a énormément de Français qui habitent dans la région de New York, et qui seront sûrement contents d'avoir un avis sur une comédie musicale qui pourra leur rappeler leur ville. Ok, il y a sûrement beaucoup de provinciaux à New York, en l'occurrence le spectacle ne s'appelle pas Un Américain à Montpellier. Sinon, j'aurais pris en compte. Alors avant d'aborder le sujet, on va crever un énorme abcès. On va parler du film. J'ai pas vu le film. Jugez-moi. Remarque, si je m'arrête là, vous n'avez pas énormément de raisons de me juger. Si je commence à expliquer que j'ai toujours eu un petit problème avec Gene Kelly quand il n'était pas dirigé par Jacques Demy, là vous allez me juger un peu plus fort, je crois. Ouais. Et si on ne s'attardait pas sur le sujet? En fait, pour un abcès de cette taille, ça a été assez vite. On peut revenir aux bonnes nouvelles maintenant. Le casting. Allez, on va prononcer tous les noms à la française parce qu'on est des grosses feignasses en France. Robert Fairchild. Génial. Ça a été vachement vite. Hein. En même temps, que voulez-vous que je vous dise? Il fait partie du New York City Ballet, il chante bien, il est tout à fait convaincant dans son rôle, et en plus, il est absolument magnifique quand il danse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour ce qui est de Leanne Cope, j'aurais un petit peu plus de doutes. Absolument pas sur ses talents de danseuse. J'ai jamais été un énorme fanatique de ballet ou même de danse en général. On l'a mise toute seule sur une scène pendant 20 minutes. Je dis tout seul, des fois en solo, des fois en duo, des fois au milieu d'un ensemble. Elle était magique, on a rêvé pendant 20 minutes. Du début à la fin. Aucun problème là-dessus. Mais j'ai trouvé qu'elle avait du mal à s'imposer et à donner une vraie personnalité à un rôle qui n'était pas énormément développé à la base. Malgré une scène où on voit Liz écrire à sa mère, elle reste un objet de désir pour les trois personnages pendant la plupart du spectacle, et même si l'évolution de sa carrière est ce qui donne la première impulsion à l'intrigue, on se retrouve assez vite face à un personnage qui existe par rapport aux autres, et pas tellement en tant qu'individu. Donc c'est sûrement moi qui me montre un peu dur sur ce point, mais vous verrez, j'aurai d'autres critiques à faire sur le livret, donc ce serait cohérent que ce soit pas du tout de sa faute. La mère et le fils, Leanne Cope et Max von Essen, merveilleux tous les deux. À hurler de rire, très touchant, magnifique. Je tiens à préciser que l'accent français de Max von Essen est absolument choupinou. C'est Brandon Uranovitz qui tenait le rôle d'Adam Hochberg. Je suis désolé, j'ai un peu de soucis avec les noms. Et franchement, même si Robert Fairchild était magnifique, c'est peut-être lui qu'on aurait dû garder comme personnage principal, parce qu'il était vraiment adorable. Et son personnage était peut-être plus intéressant. Peut-être. Je sais pas. Et là, on arrive à mon coup de cœur, Jill Paice. Vous avez dû remarquer depuis le début de cette critique que j'ai pas un vocabulaire de l'éloge extrêmement développé. Il faudra que je recompte, mais je crois que j'ai dit 5 fois génial. Peut-être 9. Mais pour Milo Davenport, j'ai vraiment pas de mots. À la différence de Leanne Cope dans le rôle de Lise Dassin, le rôle qu'on a donné à Jill Paice est une mine d'or. Et Jill Paice en fait une bijouterie. Voilà. C'est aussi simple que ça, j'ai pas de meilleur mot. Elle est géniale, elle est parfaite. Vous voyez que dans l'ensemble, le casting est absolument irréprochable. Même Leanne Cope, je veux bien croire que c'était plus un problème de personnage plutôt que d'interprétation. Ce qui nous amène à un autre aspect important du spectacle. Le livret. Que s'est-il passé? Même si j'ai jamais réussi à finir le film Un Américain à Paris, c'est quand même considéré comme un monument du cinéma. Donc je me dis que le scénario devait valoir mieux que ça. Il s'agit pas d'un désastre total, il y a évidemment des arcs narratifs qui sont beaucoup mieux gérés que d'autres. Par exemple, l'histoire entre Milo et Jerry marche plutôt bien, et on termine vraiment le spectacle en se disant que tout a été dit à leur sujet. Par contre, la fin en queue de poisson pour Liz, Henry et Adam, ça m'a quand même un peu laissé sur ma faim. C'est vrai, elle retrouve son amoureux au bord de la scène, les couleurs scintillent, c'est un grand ballet, c'est magnifique, il y a des couleurs, on n'en a rien à carrer de tous les autres personnages et de ce qu'ils vont devenir après. Mais c'est beau. J'ai conscience de la nécessité d'un final spectaculaire, mais de là à éclipser toutes les autres histoires auxquelles on avait péniblement réussi à s'intéresser pendant les 2 dernières heures, on finit par nous en demander beaucoup. Le truc que je comprends le moins dans cette histoire, c'est que le librettiste de ce spectacle, c'est Craig Lucas. Le type qui a écrit le livret pour The Light in the Piazza a écrit ce livret-là qui tient pas debout. Qu'est-ce qui s'est passé? À propos du spectacle, Craig Lucas a déclaré « Le désir d'adapter le film à la scène est né de l'envie de résoudre ces questions et bien d'autres, à peine effleurées par le scénariste Alan J. Lerner et par le metteur en scène Vincente Minnelli, quoique induites par les particularités d'une intrigue traitée avec plus d'élégance que de sérieux. »
c'est valable aussi pour la pièce. Je suis désolé. Mais le plus d'élégance que de sérieux, c'est valable aussi pour la pièce. J'ai l'air en colère, je veux pas paraître en colère, c'est un spectacle absolument fantastique. Mais entre deux numéros musicaux, on n'est pas exactement sûr de voir où ils veulent en venir. Il faut reconnaître qu'avec les deux danseurs qui ont été choisis pour tenir les rôles principaux, l'histoire devient carrément secondaire. Mais un peu plus de substance, ça aurait pas été en trop. Ce que je reprocherais aussi au livret, c'est d'avoir assez mal amené l'introduction de nouvelles chansons. Quand je dis nouvelles, je parle évidemment de chansons de Gershwin qui ont été intégrées au spectacle, mais qui n'en faisaient pas partie à l'origine. C'est vrai que Lise Destin mérite un solo. Ça, on est entièrement d'accord. Mais The Man I Love, sérieusement, cette chanson qui est énorme, qui est un monument de tout, qui arrive au milieu d'une scène qui n'avait rien à voir avec ça, simplement pour montrer que cette jeune fille a un rêve, elle a un amour, on dirait Réponse, je ne marche pas forcément. Mais il y a des cas où ça marche très bien. Vous avez la chanson de Milo, Soon, c'est simplement Jill Pace, au milieu d'une pièce, qui chante sa chanson, et c'est magnifique. Et quand c'est un énorme numéro d'ensemble comme Fidget Defeat qui arrive au milieu d'une scène où on ne l'attendait pas forcément, où on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais où c'est fantastique à voir parce que tous les danseurs sont absolument superbes, à ce moment-là, regretter que l'intégration de nouveaux numéros musicaux au livret ait pas été faite de façon plus fluide, ça revient finalement à pinailler parce qu'on passe un super moment. Et pourtant, je suis pas le premier à faire passer le divertissement pur face à la logique de l'histoire. Franchement, c'est quelque chose que j'aime pas faire souvent, mais et il faut reconnaître que les chansons de Gershwin ont tout de même été écrites à une époque où l'intégration des chansons dans les comédies musicales se faisait pas du tout selon les mêmes termes qu'aujourd'hui, et que les attentes du public des années 2010 ont rien à voir avec celles de l'époque. Et c'est vrai que c'était une bonne idée pour dynamiser le spectacle, et aussi pour faire découvrir plus de Gershwin à des gens qui allaient tout de même en écouter pendant 2h30. Mais pour faire un parallèle avec les jukebox musicals à la Mamma Mia ou Rock of Ages, il n'y a qu'un pas à faire, que nous ne franchirons pas, et que personne ne franchira, parce qu'on a un peu de respect pour nous-mêmes. Merci. En tout cas, avec tout ça, j'espère vous avoir montré que c'était un spectacle époustouflant, et même si le livret aurait pu être plus creusé, ça reste un énorme moment de divertissement de très très bonne qualité. Et porté par des interprètes merveilleux, une chorégraphie sur laquelle je ne m'exprimerai pas, parce que comme je l'ai dit, je ne comprends rien à la danse, mais j'ai trouvé ça très bien. Quand vous dites de quelque chose que c'est très bien, c'est qu'en général, vous ne savez pas du tout de quoi vous parlez, mais là j'assume à fond. Encore une fois, c'est trop tard pour aller le voir au Châtelet, mais on sait jamais, peut-être que vous aurez beaucoup de chance et que vous allez vous retrouver en plein milieu de Manhattan quand il sera encore à l'affiche. Donc profitez. A plus.